Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'édition de 20h sur Matin Libre TV. Voici le sommaire. Les candidats admissibles au bac 2025 ont été soumis à l'épreuve physique ce lundi 14 juillet, une étape décisive dans leur parcours. Dans un instant, le reportage. Suite à un récent reportage diffusé sur Matin Libre TV mettant en lumière les doléances des habitants d'une rue du quartier Zobadje, le ministre conseiller aux infrastructures, Jacques Ayadji, s'est rendu sur les lieux. Vous en saurez plus dans ce journal. La phase préliminaire de la Move League Pro de handball était ce lundi à sa 3e journée. Les protégés du coach Barry Babatiene ont surclassé leur adversaire du jour sur le score sans appel de 30-9. C'est tout pour le sommaire. Chers internautes, c'est désormais officiel. Hugues Komlan Sossoukpe est placé sous mandat de dépôt. Arrêté le 10 juillet 2025 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il a été présenté ce lundi 14 juillet au juge des libertés et de la détention de la Criette. Après son passage devant le juge, 3 infractions ont été mises à sa charge. Il s'agit d'incitation à la rébellion, incitation à la haine et à la violence, harcèlement par le biais d'une communication électronique et apologie du terrorisme. Devant le juge des libertés et de la détention, Hugues Sossoukpe n'a pas reconnu les faits mis à sa charge, rapporte un de ses avocats, Maître Aboubakar Baparapé. La date de son procès n'est pas encore fixée. Sur cette actualité, il faut dire que le parti Les Démocrates vient de tenir un point de presse à son siège à Cotonou. Par la voix de son secrétaire national à la communication, le parti dénonce l'arrestation du journaliste Hugues Sossoukpe Komlan, qui, selon le parti d'opposition, reste un réfugié politique. Il souhaite que la lumière soit faite sur les conditions de son interpellation, tout en exigeant sa libération immédiate. Je vous invite à suivre un extrait de cette déclaration. Le parti Les Démocrates a appris avec stupéfaction, par voie de presse et suite au communiqué du collectif des avocats constitués pour sa défense, l'arrestation en Côte d'Ivoire de M. Komlan Hugues Sossoukpe, exilé politique au Togo, bénéficiaire de la protection du Haut Commissariat pour les réfugiés. Le parti Les Démocrates dénonce et condamne vigoureusement ce énième enlèvement d'un réfugié politique à l'étranger avec les moyens de l'État au mépris de toutes les règles du droit international humanitaire et des conventions internationales de protection des réfugiés politiques. Par cet acte, il est clair qu'à l'approche des échéances électorales générales de 2026 et au regard des moyens d'État usités, qu'une fatwa a été déclenchée pour anéantir avant l'heure toute source d'informations crédibles susceptible de mettre à mal un projet politique de confiscation du pouvoir et de 3e mandat ou de 3e mandat déguisé. M. Komlan Hugues Sossoukpe est un journaliste bénéficiant de la protection internationale des Nations Unies et sauf guet-apens tendu, il ne saurait faire l'objet d'une quelconque arrestation dans un pays étranger qui, de surcroît, l'avait officiellement invité pour une activité relevant de sa profession. Le parti Les Démocrates réclame la lumière sur cette interpellation. Notre pays ne saurait être indéfiniment qualifié d'État voyou et de pays ne respectant ni le droit ni les conventions internationales pour lesquelles nous sommes signataires. À la famille biologique et aux amis et collaborateurs de Komlan Hugues Sossoukpe, le parti Les Démocrates vous encourage
et vous réitère tout son engagement à vos côtés. Le Parti Les Démocrates réitère son engagement auprès de tout le peuple béninois dans sa quête quotidienne de justice, de liberté et de paix. Et enfin, le parti appelle à la libération pure et simple de Komlan Hugues Sossoukwe. On change de sujet dans ce journal. Après les épreuves écrites au baccalauréat, session de juin 2025, sanctionnées par la première délibération, place ce lundi au sport. Les candidats admissibles au bac ont été soumis à l'épreuve physique, une étape décisive dans leur parcours. Entre concentration, performance et souffle court, chacun a tenté de donner le meilleur de lui-même. Reportage Sabine Kipadé et Toussaint Bossa. Ils ont franchi la première étape avec les épreuves écrites. Admissibles au baccalauréat 2025, ces candidats affrontent maintenant une autre réalité, l'épreuve sportive. Sous le regard attentif des encadreurs, chaque mouvement, chaque effort compte. Entre course, endurance et maîtrise technique, ils doivent mobiliser tout ce qu'ils ont appris durant l'année. Mais comment ont-ils vécu cette étape physique de l'examen? Bon, ça s'est bien passé, l'organisation, tout était bien, mais il y avait un peu de dérangement. Au lancer, j'avais oublié la technique. C'était pas mal en tout cas. L'examen d'aujourd'hui, depuis la pratique, le dessin, tout s'est bien déroulé. Ça, jusqu'à venir à l'écrit, jusqu'à maintenant le PS, ça s'est bien passé. J'ai eu un peu de difficultés. Bon, à faire la gymnastique parce que sur le terrain, j'ai oublié quelques éléments. Le PS, je crois que tout va bien se dérouler jusqu'à la fin. C'était bien. Moi, j'ai juste eu quelques difficultés à sauter. Le son roteur, j'ai eu quelques difficultés à sauter. Après ça, le lancer de poids et la gym, c'était abordable, c'était bien. Les professeurs étaient gentils avec nous, c'était bien. On a eu les profs qui nous ont soutenus, nous ont encouragés, nous ont surveillés un peu tout au long de la journée. Ils étaient attentionnés, ils étaient gentils, ils n'étaient pas gens, ils ne criaient pas sur nous. C'était très bien. Et du côté des enseignants, l'enjeu est aussi pédagogique. L'occasion de voir si les élèves ont bien retenu les bases enseignées tout au long de l'année. Ont-ils retrouvé chez les élèves les compétences transmises en cours? Les épreuves sportives, ça se passe très bien. Et tel que vous voyez, les enfants sont à chaque atelier, il y a des activités qui passent. Nous avons ici, là où je suis, c'est pour la gymnastique. Là-bas, c'est le saut en hauteur. Et derrière vous, c'est le lancer de poids. Les épreuves sportives se déroulent très très bien. Aucun incident, aucun. Et on souhaite qu'il n'y ait pas d'incident. Il y a certains qui ont oublié. Puisque quand on veut faire le saut, à chaque saut, les bras doivent être en extension, mais on voit d'autres qui ont les bras en flexion ou bien ne lèvent pas du tout les bras. Et c'est la base même de la gymnastique. Bon, au niveau, moi je suis à la hauteur, je crois qu'ils ne m'ont pas oublié, surtout au niveau des garçons. Les garçons sautent bien. Les gens ont eu à sauter jusqu'à 1,70 m, donc ce qui nous réconforte. Ce sont les filles qui font un peu bébé. Dernier défi avant les résultats finaux, cette épreuve sportive aura été pour beaucoup une occasion de se surpasser. Entre effort, stress et satisfaction, les candidats n'attendent désormais plus qu'une chose, le verdict final du bac 2025. Suite à un récent reportage diffusé sur Matin Libre TV, mettant en lumière les doléances des habitants dans une rue de quartier Zobadje, le ministre conseiller aux infrastructures, Jacques Ayadji, s'est rendu sur les lieux vendredi dernier. Cette visite vise à prendre la mesure des préoccupations exprimées par les riverains. Romuald Roui et Jean-Marie Adeyemi nous livrent les détails de cette descente.
Le ministre conseiller Jacques Ayagi s'est rendu à Zogbadje dans la rue du titre foncier 173 suite aux plaintes des riverains diffusées par Matin Libre Télévision. Sur place, l'attendaient déjà le maire et des responsables de la commune d'Abomey-Calavi. Angelo Arwandjinou a exposé d'abord la situation de la rue avant de demander à ses collaborateurs d'apporter des précisions. Ce que vous voyez là maintenant est un positionnement anormal. C'est ça. Anormal. Et la mairie a fait déjà plusieurs descentes ici pour apprécier et analyser la situation. Un procès verbal a été établi à chaque étape. Le technicien de la mairie est là. Je vais lui laisser la parole. Il va de façon technique vous présenter la situation de la zone et quelles solutions envisager. La situation est telle que nous constatons actuellement sur le terrain. L'occupation au sol. Sinon, au niveau de la mairie, nous avons constaté la présence de 3 différents plans de lotissement. Un premier plan produit par Dinaru qui fait l'état de la situation en 2 lots distincts. Le lot 202A et le lot 203A. Et les voies passent normalement. Mais quand on prend l'occupation au sol, et le plan que nous avons, c'est que le nombre de parcelles dans les îlots là diffère. Le premier plan que Dinaru a produit, nous avons plus de parcelles que actuellement l'occupation au sol que nous avons. Sur le plan de Dinaru, n'existe pas. Sur le plan de Dinaru. La voie sur laquelle nous sommes. Elle n'existe pas sur le plan de Dinaru. Et les 2 autres plans. Nous avons une situation du terrain, c'est l'occupation du sol. Et c'est l'occupation du sol qui nous montre cette situation. Ça veut dire qu'il y a 3 plans. Oui. Le premier plan, c'est le Sahel Palais. Le deuxième... Et est-ce que les rues prévues par Dinaru sont réalisées? Non, ce n'est pas respecté sur le terrain. Okay. Et les 2 autres plans? Le premier plan, c'est les rues que vous avez citées là, les rues de Dinaru. Le deuxième, c'est ce que nous avons retrouvé quand on nous passait service dans les archives de la mairie. Et le troisième plan, c'est l'occupation au sol que vous avez transmis à la mairie. Les premières déclarations ont clairement mis en lumière la gravité de la situation dans cette zone. Selon les responsables de la mairie et le technicien géomètre, la rue dispose de 3 plans de lotissement différents, ce qui complique grandement le dossier. Quand nous avons constaté la présence du titre foncier, nous avons cherché à voir si le titre foncier était réellement un vrai titre foncier, parce que nous sommes à Calavi et nous savons comment les choses se passent. Nous avons constaté qu'il y a même une mutation de ce TF-là en 2023. Le premier TF est passé à un deuxième, qui a connu donc la mutation en 2023. La situation est restée telle jusqu'à ce que la mairie soit auditionnée. Hier, à la date d'hier, c'était auditionné par qui? Par la brigade criminelle sur l'état de la situation. Donc, le dossier est actuellement en instance au niveau de la Cour spéciale. Il faudrait qu'on aille et qu'on s'asseye et qu'on dise quel est le plan officiel qui doit être appliqué. Sinon, nous allons parler sur le... Dès que le chef de service a fait dommage, c'est ça, non? Oui. Apparaît, c'est comme si aucun plan n'a été validé. Aucun plan n'a été validé. Ah, d'accord, ça a été... c'est ce que moi j'ai compris. Wow. C'est que c'est les projets... On s'entend. Le représentant des acquéreurs de parcelles a martelé qu'aucun mur ne devait être construit sur l'emprise de la voie, soulignant ainsi l'importance de préserver le tracé initial de la rue. Pour faire un peu l'historique de la situation, on n'est pas venu voir une voie fermée ici. C'est devant nous, tout ça là, ça s'est passé. Comment se fait-il que la dame, comment elle s'est arrangée pour prendre un titre foncier sur une voie? Et elle a laissé sa partie vide là, pour venir vendre la voie. Et la mairie en est consciente, on dit tout. Bon,
On ne sait pas. C'est pour cela qu'on a demandé que les autorités interviennent pour qu'on ait gain de cause. L'affaire étant actuellement devant la justice, le ministre conseiller aux infrastructures a exhorté les riverains à la patience et à faire confiance au système judiciaire béninois pour résoudre ce litige complexe. Si ADICI se saisit d'un dossier, le gouvernement devient incompétent parce qu'il y a séparation des pouvoirs. Donc moi je ne savais pas, sinon je ne serais même pas venu ici. Donc j'ai juste voulu écouter pour ma propre culture. Parce que sinon, dès que vous avez dit que vous avez été auditionné, il a dit quand? Hier. Donc ça veut dire que le dossier est déjà aux mains de la justice. Donc moi je suis devenu incompétent pour en parler. Donc vous allez bien vouloir patienter pour que la justice tranche. Donc c'est ce que je peux dire. Je ne peux pas dire autre chose. Parce que nous sommes dans un régime de séparation des pouvoirs. Vraiment, je suis content. D'abord pour l'arrivée du maire et du ministre conseiller et pour leur passage. Ça prouve qu'ils sont à l'écoute de la population. Parce que c'est suite à nos cris qui sont venus. Et avec les échanges, quelques échanges qu'on a eu avec le maire aussi, bon, il y a de l'espoir pour l'ouverture de la voie. Parce qu'il n'y a que 2 personnes qui sont sur la voie et qui nous empêchent de rentrer chez nous. Avant de venir, on peut, en étant ici, on peut écouter ce qui se passe sur le pavé là actuellement. Mais on n'a pas assez à ça. Avant d'aller là-bas, il faut d'abord 5 minutes, voire 10 minutes d'abord avant d'aller sur le pavé. Ce qui n'est pas raison. À cause de 2 personnes. Reste à savoir si la décision de la justice apportera enfin la clarté et la paix tant attendue par les habitants de Zogbagué ou si ce dossier aux multiples facettes continuera de semer le trouble dans le quotidien des riverains. 30 ans déjà que la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, existe. Elle est à sa 7e mandature. Depuis donc l'avènement de la nouvelle mandature, il est observé une ambition de réforme partagée entre rigueur et assaisonnement de la corporation. Au micro de Matin Libre TV, des professionnels des médias expriment des préoccupations empreintes d'espoir. Ils formulent par ailleurs des recommandations pour un meilleur exercice de la profession. Suivez plutôt. Le paysage médiatique béninois poursuit sa structuration, ceci entre réforme et impératif de régulation. Au cœur de cette dynamique, depuis 3 décennies, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Elle est l'institution garante de la liberté et de l'éthique dans les médias. Elle demeure au centre de nombreuses attentes. 30 ans, c'est quand même un long parcours pour une institution de notre République. Et déjà, on se réjouit de son existence, de son fonctionnement et de ce qu'elle nous a apporté comme stabilité dans notre paysage médiatique grâce à la HAC. Nous avons remarqué que des promoteurs ont pu justement saisir l'opportunité de créer des médias. Nous avons des quotidiens, nous avons des radios, nous avons des télévisions et donc il y a une pluralité justement dans notre environnement qu'il faut saluer. Et je pense aussi que 30 ans après, il y a de nouveaux défis qui s'imposent. Je pense que les conseillers à la HAC eux-mêmes, ils en sont conscients. Dans le cadre du colloque qu'ils ont réalisé il y a quelques jours, ils se sont penchés sur cette transformation numérique et sur ce que nous constatons comme développement de l'intelligence artificielle dans l'exercice de notre profession. Donc aujourd'hui, il faut le dire, cette transformation amène notre institution à réguler autrement, à trouver d'autres outils de régulation, ce que j'appelle une régulation à réinventer, parce que nous avons affaire à des plateformes, nous avons affaire à des médias en ligne qui diffusent et qui traitent l'information. Donc il faut justement trouver les voies et moyens pour faire en sorte que cet écosystème numérique soit aussi régulé d'une façon professionnelle, en tout cas comme la HAC a eu à le faire pour des médias conventionnels. Malgré son trentenaire, la HAC est aujourd'hui plus que jamais appelée à renforcer la confiance avec les acteurs des médias. Il faut véritablement que la HAC soit au service des journalistes parce qu'aujourd'hui, le journaliste, disons-nous la vérité, n'est plus respecté. Une HAC beaucoup plus à notre service pour rendre les journalistes plus heureux.
parce qu'actuellement, c'est pas trop la joie. Donc, c'est pas un pur bonheur actuellement d'être journaliste. Il faut avoir le courage de le dire. La situation dans laquelle se trouvent les médias de façon globale, la RAC doit se poser aussi cette question, comment vivent les médias? Comment aujourd'hui il faut faire en sorte qu'à partir de 2025-2026, que le modèle économique des médias soit plus résilient, plus robuste pour permettre justement à l'environnement de fonctionner, comme on le dit, de faire en sorte que les journalistes puissent travailler, mais aussi jouir et vivre véritablement de leur travail. Donc je pense que pour les années à venir, ça va être sans doute les chantiers sur lesquels la RAC doit travailler. Peut-être aussi faire en sorte que entre régulateurs et régulés, qu'il y ait encore un peu plus de confiance. On aimerait une institution de la RAC qui est à nos côtés, qui essaie de soutenir les organes de presse, qui essaient de soutenir les professionnels des médias, parce que en réalité, les médias ont beaucoup de problèmes. Et si la RAC peut les aider à évoluer, à faire progresser leur situation, je pense que ce serait une bonne chose. L'autorité doit pouvoir porter nos voix pour de meilleures conditions de vie d'abord et de travail. Nous n'avons pas assez de ressources et je pense qu'à ce niveau-là aussi, il faudra véritablement faire un effort afin que partout où le journaliste passe, on puisse lui accorder l'interview, on puisse lui donner l'accès aux sources. La balle est désormais dans le camp de l'institution républicaine afin de transformer la régulation en un véritable levier de développement pour l'ensemble du paysage médiatique béninois. La phase préliminaire de la Move League Pro de handball était ce lundi à sa 3e journée. Entre autres matchs joués, Énergie Handball Club face à Asso Volcan. Les protégés du coach Barry Babatiene ont surclassé leur adversaire du jour sur le score sans appel de 30-9. Les détails avec Hospice Wevimi. À peine lancée, la phase préliminaire de la Move Africa League Pro de la Fédération béninoise de handball tient déjà toutes ses promesses. Ce lundi au Hall des Arts de Cotonou, le public a eu droit à des affiches séduisantes dans le duel entre Énergie Handball Club et Asso Volcan. Un match à sens unique, dominé de bout en bout par les joueurs d'Énergie qui se sont imposés sur le score sans appel de 30-9. L'adversaire était à notre portée parce qu'ils n'ont pas pu enregistrer tous les joueurs. Donc ils étaient diminués en effectif. Donc on a su exploiter ce déséquilibre qu'ils ont pour pouvoir gagner le match. L'objectif pour ce championnat d'abord c'est d'être parmi les 2 premiers. Parce que c'est les 2 premiers, on cherche pour qui doivent rejoindre les 6 équipes qui sont au niveau du Pro 1. Donc l'objectif pour nous c'est d'être dans les 2 premiers. Donc il faut qu'on soit qualifié d'abord de poule, jouer la demi-finale, gagner la demi-finale. Dès qu'on gagne la demi-finale, notre objectif est atteint. Les Rouges et Blancs de Énergie Handball Club ont livré une partition presque parfaite, alliant puissance, coordination et efficacité. Une démonstration de force qui confirme leur ambition, celle de grimper en Pro 1 et à terme, représenter fièrement le Bénin sur la scène continentale. C'est notre première participation, donc on ne veut pas être trop prétentieux, pas du tout. C'est vrai, il y a il y a des cadres qui étaient là avant nous. Ouais, je pense qu'il faut nécessairement d'abord bien représenter la SBE, faire respecter nos valeurs. C'est surtout le plus important. Et dans notre première conférence de presse, notre ambition, c'est au moins de participer à une compétition continentale avec la Fédération béninoise de handball, représenter le Bénin dans le Conseil des Nations. Du côté de Asso Volcan, on assume le rôle d'apprenant. Une entrée en matière difficile, certes, mais pleine de leçons à tirer. Le score est lourd, mais le projet est clair. Bâtir une équipe solide avec une vision à long terme. Depuis quelques années, le niveau du championnat est très élevé et je pense que cet adversaire que Énergie Handball Club qu'on a rencontré aujourd'hui a un niveau vraiment élevé et à un niveau même pour aller titiller le top 4 de notre championnat pro.
Et l'objectif de Volcan, normalement, dans ce championnat, dans cette première phase, n'est pas forcément d'aller à un niveau donné. Ce n'est pas forcément d'aller à un niveau donné, mais c'est de participer d'abord pour jauger le niveau des éléments quand même qu'on a eu à former juste là, parce que en quelque sorte, nous sommes en reconstruction. Tout de suite, on ne va pas dire quand même qu'on veut tout faire pour se retrouver à un niveau élevé. Mais on a essayé quand même de faire de notre mieux. Soyez rassurés, il y a des surprises quand même qui attendent le public. Cette phase préliminaire de la Move Africa League Pro de handball réunit les clubs de la catégorie Pro 2. À l'issue de la compétition, seuls 2 clubs décrocheront leur ticket pour accéder à l'élite, la Ligue Pro 1. La bataille ne fait que commencer et chaque point comptera. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et appuyer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines informations.